Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Reem Momtaz, qui a travaillé de nombreuses années comme journaliste, notamment au Moyen-Orient, avant de devenir chercheuse à l'International Institute for Strategic Studies, puis à la Carnegie Endowment for International Peace. Reem Momtaz a contribué au nouveau numéro de la revue Politique étrangère, qui paraîtra dans quelques jours, en rédigeant un article intitulé « L'administration Trump II et le Moyen-Orient ». Reem, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Commençons par une question générale. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques de la politique de Donald Trump au Moyen-Orient ? Alors, il y a une tentation toujours quand on pense, ou on réfléchit à une politique de Donald Trump, de penser que c'est juste le chaos et c'est beaucoup d'improvisation. Évidemment, il y a beaucoup d'impro. On ne va pas dire le contraire. Et ce n'est pas une administration qui fonctionne comme une administration normale américaine, c'est-à-dire avec une organisation entre les départements comme les départements d'État, le département du Pentagone, etc. Par contre, il y a certaines lignes directrices. Je n'essaye pas de donner une cohérence totale à une administration qui clairement n'en a pas nécessairement, mais en écoutant en fait Donald Trump pendant la campagne présidentielle et depuis qu'il est président, maintenant ça fait 8-9 mois qu'il est aux commandes, on voit qu'il a des lignes directrices qui restent constantes. La première, c'est il veut arrêter la guerre. Il a toujours dit, il cherche la paix. Après, sa définition de l'arrêt de la guerre et de la paix est très nébuleuse. On voit que ça change au fil des mois. Et son approche et sa méthode pour arriver à ça aussi changent. On pourra y revenir, mais par exemple, au début de son mandat, il était beaucoup plus sévère avec Israël pour essayer de mettre de la pression pour arrêter la guerre à Gaza. Et en ce moment, donc depuis juillet, il est beaucoup plus en soutien à l'approche et à la méthode du gouvernement israélien. Mais pour lui, c'est cohérent, donc il cherche la paix. Ça, c'est un. Deux, la transactionnalité, elle est vraiment au cœur de son approche, elle est au cœur de sa doctrine de politique étrangère. C'est quelqu'un qui réfléchit encore comme un homme d'affaires de l'immobilier à New York, d'où sa relation intéressante et plutôt fructueuse avec les pays du Golfe arabe. Et sa première tournée dans les pays arabes, où il n'est allé que dans le Golfe, d'ailleurs il n'est pas passé par Israël, et où il a annoncé des accords mirobolants. On va voir ce que ça va donner, parce qu'on parle en trillions de dollars. Mais ça, c'est vraiment le socle et la colonne vertébrale de son approche au Moyen-Orient. Il y a aussi eu l'affaire de l'avion offert par le Qatar, donc il y a une dimension aussi très personnelle. Et donc quand on parle d'affaires, on n'est parfois pas très loin de l'affairisme non plus. Absolument. Et comme vous dites, je pense que c'est important de placer l'ego de Donald Trump au centre. Il veut absolument avoir le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas une lubie. Ce n'est pas quelque chose qu'on projette sur lui. C'est réellement quelque chose dont il a besoin et envie. Et je rajouterai une troisième ligne directrice qui est... en fait, les gens pensent que c'est de l'isolationnisme, mais moi je ne pense pas que ce soit de l'isolationnisme. Je pense que c'est... on peut utiliser un oxymore de l'isolationnisme expansionniste. Il a en tête aujourd'hui, Donald Trump, la nouvelle carte du monde. Il pense que la géopolitique va se jouer sur les voies de la sécurisation des matières premières importantes pour la révolution de la tech qu'on est en train de voir, de l'intelligence artificielle et des minerais rares. Ça, c'est très important pour lui. Et le Moyen-Orient dans tout ça, c'est plutôt un retrait, une réduction de l'empreinte américaine dans la région. D'ailleurs, il n'y a pas de tabou pour lui. Il pense réellement vouloir réduire le nombre de militaires dans la région. Il y a des gens dans son administration qui voudraient un retrait total
de l'armée américaine dans la région. Donc on passe réellement dans une nouvelle ère. Il est en train de refermer d'une certaine manière l'ère qui a commencé dans les années 50 par les États-Unis. Et j'étais très frappée par son discours en Arabie Saoudite quand il a dit: nous, les États-Unis, on ne va plus vous donner de leçons de morale à vous, les Arabes, sur comment gouverner, sur comment gérer vos affaires. D'ailleurs, on n'a pas de leçons à vous donner et on n'est plus du tout dans la perspective de, on dit en anglais, nation building, qui avait vraiment été incarné par George W. Bush quand il a voulu, établir la démocratie dans le monde arabe. Donc c'est une vraie rupture par rapport à ça. Oui, il a aussi fait référence dans ce discours à une nouvelle génération de leaders. Et c'est vrai qu'il y a eu un renouvellement des leaders dans le monde arabe et notamment dans le Golfe. Dans votre article qui paraîtra dans la revue Politique étrangère, vous parlez de la valse des conseillers de Donald Trump sur le Moyen-Orient. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements et Donald Trump, même si au final c'est lui qui décide et il le rappelle souvent, il est quand même entouré. Et il est entouré par des personnes qui parfois ont des avis divergents. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point sur les conseillers qui sont partis et à contrario ceux qui aujourd'hui ont l'oreille de Donald Trump sur le Moyen-Orient? Oui, alors comme vous dites, c'est important de le dire. Donald Trump, non seulement il rappelle à tout le monde que c'est le seul qui prend la décision, mais surtout il est très content de dire à tout le monde qu'il prend la décision à la dernière minute. Il trouve que cette façon de déstabiliser tout le monde, inclut d'ailleurs sa propre équipe, lui donne l'avantage dans ses discussions et dans ses négociations. Donc il a pris le pouvoir, enfin il a été inauguré après avoir gagné l'élection, donc il a été inauguré en janvier. Il a été investi. Investi, voilà, oui, pardon, je fais de l'anglicisme, c'est très mauvais. Inauguration en anglais. Et donc il a été investi en janvier, et donc nous on fait ce podcast en septembre, ça fait 8-9 mois qu'il est là, et il y a déjà eu 4 personnes importantes et demie qui ont sauté. Okay. La personne la plus importante qui a sauté, c'est son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, qui a pas survécu plus de 6 mois. Et ce qui était très intéressant, c'est que ce qu'il a éjecté réellement, c'était le Moyen-Orient. C'était le fait que il a été accusé de manière crédible pour Trump, hein, c'est pas moi qui le dis, mais Trump a estimé que l'accusation était crédible, d'être trop proche d'Israël, du gouvernement israélien de Netanyahou, de coordonner dans le dos de Trump avec le Premier ministre Netanyahou, surtout en amont de l'attaque israélienne en juin contre l'Iran. Et c'était la goutte d'eau qui a vraiment fait déverser le vase et qui a fait que Mike Waltz a été éjecté. Ce qui est un peu curieux, c'est que quand c'est arrivé, on s'est dit, bon, Mike Waltz a l'air de vouloir aller plutôt vers une intervention américaine en Iran. Le fait qu'il soit éjecté signifie peut-être que les États-Unis ne vont pas y aller. Et au final, Donald Trump a ordonné les frappes. On y reviendra, on parlera de l'Iran plus tard, mais quand même, on a l'impression que c'est un peu des allers-retours. Il y a des choses toujours un peu nébuleuses. Parce qu'au fond, c'est une question de loyauté. Et pour Trump, à nouveau, on revient à ses débuts et en fait à sa nature profonde qui est, c'est un développeur d'immobilier new-yorkais, c'est-à-dire il y a un certain fonctionnement comme une sorte de mafia. Le monde de l'immobilier à New York est très très dur et il faut avoir des lieutenants qui sont à 100% loyaux. Et Trump a pris cet état d'esprit, cette mentalité, et il l'applique à Washington. Donc le crime de Waltz, c'était qu'il était perçu comme ayant négocié, coordonné avec Netanyahou en excluant Trump. Et ça, c'était pas acceptable. Donc ça, c'est le premier, vous avez raison, parce que au final, il a fini par faire ce que Mike Waltz voulait. Deuxièmement, il y a l'adjoint de Mike Waltz, Alex Wong, qui... Alors là, c'est encore plus surprenant parce que lui, c'était un peu l'architecte ou le coordonnateur de la tournée de Trump dans les pays du Golfe, qui était un grand succès aux yeux de Trump. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi il a été limogé. Est-ce que c'est juste parce que sa proximité avec Mike Waltz, c'est possible, mais ça, c'est aussi déroutant, c'est-à-dire qu'on voit des limogeages, on n'a pas nécessairement toujours le fin mot de l'affaire. Et
Et en fait, ça a des répercussions réelles pour les partenaires et les alliés des États-Unis. C'est pas juste une question de rumeurs ou d'anecdotes. En fait, ce sont les interlocuteurs des pays en face, c'est-à-dire des Européens, c'est-à-dire des Arabes, qui sautent du jour au lendemain et donc qui déroutent la manière de travailler avec les États-Unis aussi. Parce qu'en plus, ces conseillers ne sont pas toujours remplacés dans la minute. Il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'il y ait un remplacement. Mais d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont pas été remplacés. Mike Waltz n'a pas réellement été remplacé parce que le ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État Marco Rubio, assure l'intérim, mais il y a beaucoup de questions sur est-ce que le Conseil à la sécurité nationale va survivre. Enfin, ça nous emmène dans d'autres choses. Il y a aussi Eric Traeger et Merav Jaran qui sont des officiels, des conseillers qui étaient techniques mais importants dans ce fameux Conseil de la sécurité nationale. Eux aussi, pour le moment, n'ont pas été réellement remplacés. Donc ça, c'est les 4 qui sont vraiment dans la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, et qui sont supposés être ceux qui coordonnent avec tout l'appareil d'État américain, c'est-à-dire avec le Pentagone, avec le département d'État, mais aussi avec, par exemple, le Trésor quand il y a des questions de sanctions. Donc ces 4-là, ils ont sauté. Et alors, dans ceux qui sont toujours là et qui ont l'oreille du président, vous en citez toute une série, on va peut-être les détailler, mais il y en a 2 notamment dont on parle beaucoup en ce moment, qui viennent aussi du milieu de l'immobilier. Oui. Il y a Steve Witkoff et il y a Tom Barrack. Très important. Avant d'arriver là, il y a une demi, c'est Morgan Ortagus, qui en fait est l'adjointe de Witkoff et qui était en charge du dossier libanais en particulier, qui à un moment a été écartée. Maintenant, elle revient un peu dans le jeu, mais c'est pas très clair quel est réellement son rôle. Et je sais que c'est déroutant, par exemple, pour la diplomatie française qui pensait devoir discuter, négocier, monter des initiatives avec elle. Du jour au lendemain, c'était plus elle. Il devait passer à Tom Barrack. Witkoff, il a toujours été là. Et donc, Witkoff et Barrack sont réellement, en fait, ils sont en train d'émerger comme les 2 piliers les plus importants en termes de proximité à Trump dans la politique vers le Moyen-Orient. Et c'est très important de se poser la question de leur profil, parce qu'en fait, ce ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas des spécialistes du Moyen-Orient, c'est, comme vous étiez en train de le dire, en fait, 2 hommes très riches qui viennent du monde de l'immobilier et de la finance, qui connaissent Trump depuis les années 80, qui ont une relation très personnelle avec lui, d'ailleurs il y a des relations aussi financières, il y a des deals entre eux, etc., qui ont clairement son oreille et qui sont loyaux à la mort. Et ça, c'est très important pour lui. Et ils ont la même approche que lui, c'est-à-dire que quand ils regardent, donc Witkoff s'occupe de Gaza en particulier et de toute cette négociation autour de la libération des otages, mais aussi de comment arrêter la guerre à Gaza. Et Barrack est en fait l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, un pays avec qui les relations sont houleuses depuis maintenant plusieurs administrations. Ça a commencé sous Obama, ça a continué sous Trump, il y a eu des hauts et des bas. Sous Biden, ça allait très mal. Et là, on a l'impression qu'on est dans une meilleure passe. Donc Barrack est ambassadeur là-bas, mais il est aussi envoyé spécial pour le Liban et il s'occupe de la Syrie. C'est 3 très gros dossiers pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la diplomatie américaine, mais surtout qui n'a pas les références et qui ne connaît pas le fond des dossiers d'une manière, on va dire, traditionnelle. Et en fait, leur approche, c'est une approche d'immobilier. Ils pensent que tous ces problèmes sont des problèmes en lien avec des différends autour de territoires et que ça devrait être tellement plus simple, que tout le monde devrait arrêter de compliquer la situation et juste faire des compromis. Et ils ont une approche qui fait abstraction presque totale de l'histoire, de la géopolitique, de la politique d'ailleurs intérieure et locale de tous ces acteurs. On a parfois parlé cet été d'approche cadastrale de la diplomatie. C'est vrai que c'est assez juste, c'est une expression qui est pertinente. Terminons peut-être ce tour des conseillers et puis ensuite on en vient aux différents théâtres. Vous mentionnez notamment le général Kourila dans votre article. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu.
Le général Kurilla, c'est en fait le chef de CENTCOM. CENTCOM, c'est le commandement central de l'armée américaine. L'armée américaine, après la Seconde Guerre mondiale, a divisé le monde, la planète, en différents commandements pour mieux gérer leur projection de pouvoir. Et le commandement central s'occupe de la région au Moyen-Orient et dans l'océan Indien. Et donc, sous le commandement de Kurilla, il y a l'Iran, et il y a, depuis quelques années seulement, Israël. Israël, pendant très longtemps, faisait partie du commandement européen. Et c'est Kurilla qui a fait beaucoup de lobbying sous Biden pour qu'Israël soit déplacé sous son commandement. Enfin, la région d'Israël, évidemment, c'est un général américain. Donc oui, il commande les forces américaines. Il commande les forces américaines dans ce théâtre, juste pour être clair. Kurilla, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'il a joué un rôle qui n'a pas été, je pense, assez soulevé dans la discussion publique pendant ce fameux affrontement entre Israël et l'Iran qu'on a tous vécu en juin. En fait, Kurilla est un faucon sur la question iranienne et sur la question, évidemment, du programme de prolifération nucléaire iranien, mais pas seulement, sur la question du changement de régime en Iran. Et lui, il a travaillé en sous-main, en étroite coordination avec le gouvernement israélien, pendant qu'ils préparaient leur opération contre l'Iran, pour cibler les installations nucléaires iraniennes. Mais évidemment, on a vu qu'ils sont allés bien au-delà de juste les installations nucléaires iraniennes, pour essayer d'ailleurs de faire chuter le régime d'une certaine manière. Et ça, c'est assez rare qu'on voit un général qui, d'habitude, doit se soumettre aux politiques, pouvoir avoir autant de pouvoir. C'est très intéressant parce que à Washington, il y a eu une récission dans la galaxie trumpienne autour de cette guerre en juin. Il y a ce qu'on appelle les MAGA, donc Make America Great Again. Ce sont les Trumpistes pur jus qui, eux, pensent que il faut effectivement donner la priorité aux États-Unis. Et il faut que les États-Unis en fassent beaucoup moins au Moyen-Orient, mais pas seulement au Moyen-Orient, en Europe et partout dans le monde. Et eux, ils étaient farouchement contre une intervention américaine contre l'Iran, parce qu'ils pensaient, que ça n'avait aucun sens et que d'ailleurs ça n'allait rien accomplir stratégiquement parlant pour les États-Unis. Ils n'ont pas eu tort d'une certaine manière. Aujourd'hui, on voit que les résultats stratégiques de cette frappe sont encore pas très clairs, alors que le but d'une intervention américaine, c'est quand même d'être assez décisive. Donc ça, c'est un. Deux, ce sont des gens qui sont farouchement attachés au concept de plus de guerre à l'international et d'un retrait américain. Et donc ça, c'était contre eux. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a une partie de ce mouvement, de ce courant qui ne voit pas Israël comme un partenaire stratégique incontournable pour les États-Unis et qui pense qu'aujourd'hui, en fait, Israël est plutôt un fardeau stratégique qu'autre chose. C'est une position qui est très rare et nouvelle dans le monde américain, parce que pendant des décennies, depuis la création de l'État d'Israël, il y a toujours eu un soutien bipartisan de la part des démocrates et des républicains qui est assez inconditionnel pour Israël, et une perception qu'Israël est vraiment le fer de lance américain dans la région, qu'il est un partenaire stratégique incontournable. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, il y a ce qui reste des néoconservateurs traditionnels, républicains, qui ont été bien représentés par George W. Bush, mais pas seulement, donc qui sont des interventionnistes, qui pensent qu'Israël devrait avoir tout le soutien possible, et qui étaient très allants sur une intervention en Iran. Et Kurilla a été le fer de lance de ce groupe et de ce courant, et il a gagné. Il a su imposer l'intervention américaine contre l'Iran, et il n'a pas du tout payé un prix, politiquement parlant, pour le moment. Contrairement à Walls. Exactement. Dans ce spectre que vous venez de nous décrire entre les MAGA et les néoconservateurs, où est-ce qu'on situe J.D. Vance, le vice-président, et Marco Rubio?
C'est une excellente question parce que J.D. Vance, en fait, est clairement le produit... il est devenu un peu le porte-étendard de MAGA, alors que, on se rappellera que pendant le premier mandat de Trump, il pensait que Trump lui faisait penser à... il a dit que Trump ressemblait à Hitler, donc il a quand même fait beaucoup il a fait un long trajet pour se retrouver aujourd'hui aussi proche de Trump. Mais à la base, J.D. Vance, c'est ce que je viens de décrire comme MAGA, c'est-à-dire il ne pense pas que les États-Unis devraient être impliqués dans des guerres à l'étranger. Il faut pas oublier que c'est un vétéran de la guerre d'Irak. Bon, il n'a pas eu une position de guerrier avancé, il n'a pas fait des combats lui-même contre les terroristes islamistes qui étaient donc Al-Qaïda et d'autres, Daesh, Daesh dans une première itération, je vais dire, en Irak. Oui, on rappelle Al-Qaïda en Irak, voilà. Effectivement créé en 2004, et Daesh arrive 10 ans plus tard, mais c'est vrai que Daesh est construit sur les bases d'Al-Qaïda en Irak. Exactement. Mais il se rappelle de ça, il est très marqué par cette expérience, et en fait, il est pas marqué de manière positive. Donc, ça, il fait vraiment partie de ces gens, et d'ailleurs, quand il y avait la discussion en interne sur est-ce que les Américains rejoignent l'attaque israélienne contre l'Iran, J.D. Vance et Marco Rubio étaient contre au début. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a vu dans les premières déclarations, dans les premières heures qui ont suivi la première attaque israélienne contre l'Iran, où Marco Rubio, dans sa capacité d'ailleurs de conseiller à la sécurité nationale, fait une déclaration sur les comptes sur les réseaux sociaux de la Maison-Blanche, où il dit très clairement « c'est une opération israélienne, nous on n'a rien à faire avec ça », et il ne dit même pas ce qu'on voit toujours dans les déclarations américaines, il ne répète pas le soutien inconditionnel à Israël. C'était très curieux de voir une déclaration pareille. Évidemment, tout a basculé au bout de 24 heures parce que Trump il a été emballé parce qu'il a vu les Israéliens faire. Il a beaucoup regardé Fox News et Fox News était dithyrambique sur combien l'opération israélienne était impressionnante et ça a réellement joué sur son évaluation de la valeur de cette intervention. Et une fois que lui a pris sa décision, J.D. Vance et Marco Rubio, c'est des politiques qui comprennent qu'il faut juste se ranger et que ça ne sert à rien de faire de la résistance, ce qui n'est pas le cas des représentants réels de MAGA dans la galaxie trumpienne, c'est-à-dire des gens comme Steve Bannon, qui était un conseiller à la Maison-Blanche pendant le premier mandat, qui ne l'est pas aujourd'hui. En fait, c'est une grande figure des podcasts d'extrême droite et de droite dure aux États-Unis. Lui, il a continué. C'est la même chose avec Tucker Carlson, par exemple, qui est un ancien journaliste de Fox News, qui aujourd'hui a un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis et qui joue un rôle politique réel. Eux, ils ont continué à matraquer que c'était une mauvaise décision d'aller attaquer l'Iran, mais aussi au sein du système, c'est-à-dire au Pentagone, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Elbridge Colby, qui est en charge, en gros, de la planification stratégique. Lui, c'est un dur qui pense réellement que les États-Unis doivent se retirer du monde, se retirer du Moyen-Orient en particulier. Sur la Chine, c'est un faucon, donc il pense pas que les États-Unis doivent se retirer. Et autour de lui, il y a des gens qui sont très durs dans cette position aussi. Eux, ils ont essayé de faire de la résistance en interne et ils ont perdu l'arbitrage. On n'a pas du tout évoqué le secrétaire à la Défense, sans doute parce que c'est un personnage en réalité de second plan. Totalement. Ça peut... Pete Hegseth, qui vient d'ailleurs, c'est aussi un ancien, on va dire, journaliste de Fox News. C'est très surprenant de voir un secrétaire à la Défense qui est aussi inconséquent dans le système américain. Il n'a pas vraiment de crédibilité auprès des généraux et auprès des états-majors américains. Il est un peu décoratif, on a l'impression, même pour Trump. C'est pas sur le Moyen-Orient, mais dernièrement, quand on a vu Zelensky aller à la Maison-Blanche au bureau ovale, il n'avait même pas sa place sur le canapé à côté de Trump. Il a dû se tenir debout pendant toute la réunion dans le bureau ovale. C'est très surprenant.
Et en fait, on le voit beaucoup plus dans des vidéos où il montre ses muscles et il fait des exercices de sport avec les troupes, plutôt que dans des situations où on a toujours vu les ministres de la défense américains. Donc c'est pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'impact ou d'influence dans la prise de décision de Trump. Le temps file et j'aimerais vraiment qu'on ait cette approche un peu par théâtre et par pays, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on peut commencer par la guerre la plus marquante de ces dernières années, qui est la guerre à Gaza. Vous écrivez dans votre article là, qui va paraître dans Politique étrangère que l'administration Trump affiche ses désaccords avec Israël beaucoup plus ouvertement que les précédentes administrations, mais vous l'avez rappelé aussi, votre article a été terminé en juillet et il se passe beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses pendant l'été et l'inconstance est un peu une caractéristique aussi de cette administration. Donc est-ce que vous revenez partiellement en tout cas sur ce que vous avez écrit sur ce point, et puis plus largement qu'est-ce qu'on peut dire de ces désaccords éventuels qui persistent ou pas avec Benjamin Netanyahou sur la conduite de la guerre à Gaza et plus largement sur le conflit israélo-palestinien? Oui, ça c'était très marquant au début de l'administration Trump. Trump qui, il faut pas oublier, pendant son premier mandat, a déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui était un tabou total, parce qu'en fait, le droit international ne reconnaît pas pour le moment tout Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il est passé de ça à, au début de ce mandat, imposer, les gens oublient, imposer au forceps un cessez-le-feu à Netanyahou à Gaza, et d'ailleurs c'est le dernier moment où on a pu récupérer des otages israéliens qui étaient retenus par le Hamas, et où il y a eu une trêve humanitaire et il y a eu de l'aide humanitaire réelle qui est rentrée pour les populations civiles palestiniennes à Gaza. Et donc ça c'était le premier élément, donc imposer un cessez-le-feu à un gouvernement israélien qui, en fait, avait complètement ignoré tous les appels de la part de l'administration Biden là-dessus. Deuxièmement, donc cette fameuse tournée, son premier voyage à l'étranger où Trump va dans les pays du Golfe, il part en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, et il ne va pas en Israël, ça c'est très marquant. Oui, et puis il faut aussi rappeler que Trump 1, c'est les accords d'Abraham. Et une des grandes questions qui se posait à ce moment-là, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite va rejoindre? Et en réalité, la tournée dans le Golfe s'est concentrée sur les questions de business, sur les deals. La question des accords d'Abraham est complètement passée à la trappe. Elle est passée à la trappe aussi parce que l'Arabie Saoudite a fait passer le message assez clairement que dans l'état actuel de la guerre à Gaza, avec tout ce qu'on est en train de voir comme excès, c'était pas possible pour eux de parler normalisation. Et Trump, effectivement, comme on l'a dit, la priorité c'est toujours le business, et donc il a dit pas de problème, on va pas en parler. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisièmement, Witkoff, qui tient en fait la corde sur les questions autour de Gaza, a dit plusieurs fois dans des réunions avec des familles d'otages israéliens en Israël, il leur a dit plusieurs fois, en fait, l'obstacle à l'arrêt des combats et au retour de vos enfants, aujourd'hui, c'est Netanyahou. Ça, c'était très rare de l'entendre de la part d'un officiel américain. Donc ça, c'était jusqu'à, on va dire, mai. Puis juin arrive, l'attaque israélienne contre l'Iran, il faut le rappeler, Netanyahou décide d'attaquer à ce moment-là. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a un vrai problème stratégique et une menace stratégique iranienne contre Israël. Personne ne remet ça en cause. Mais le choix du moment, du timing, en fait, de la part de Netanyahou, il n'y avait pas une urgence réelle stratégique où il fallait absolument taper maintenant parce que le programme nucléaire iranien était au bord de devenir, de passer un cap important stratégique. Netanyahou décide de taper à ce moment-là parce qu'il veut en fait faire dérailler deux tracks diplomatiques. Le premier, c'est l'américain avec l'Iranien. Donc il intervient contre un effort diplomatique qui tient à cœur de Trump. Donc ça, c'est important. Hein. Dans cette discussion, comme on dit, on revient, il veut être le faiseur de paix. Donc il était dans des discussions directes pour la première fois avec l'Iran. Netanyahou intervient pour faire dérailler ça et pour faire dérailler aussi en même temps l'initiative franco-saoudienne
sur le jour d'après à Gaza et la reconnaissance de la Palestine et tout ça. Et on pensait que ça allait plutôt énerver Trump contre Netanyahou, et on voit que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et au contraire, depuis, c'est un vrai tournant. Donc en fait, Netanyahou gagne son pari. Depuis, c'est un vrai tournant. Trump est beaucoup plus docile avec Netanyahou et le gouvernement. Il lui a donné carte blanche de faire ce qu'il veut à Gaza. D'ailleurs, on est en train de le voir maintenant mettre en place donc une tentative de prendre le contrôle total de la ville de Gaza. Et on entend parler d'un plan complètement lunaire, mais surtout, plus important, illégal aux yeux du droit international, concocté autour de Witkoff et Trump dans la Maison-Blanche avec l'aide de Tony Blair et de Jared Kushner, son gendre, à Trump, qui en fait vise à faire un déplacement forcé de 2 millions, donc de tous les Palestiniens de Gaza, à l'extérieur de Gaza, pour construire des hôtels de luxe à Gaza. Et donc, il a complètement intériorisé le plan des extrémistes qui sont au gouvernement aujourd'hui israélien, comme Ben Gvir et Smotrich, donc le ministre de la Sécurité nationale et le ministre des Finances, qui visent, eux, à réellement dépeupler Gaza, c'est du nettoyage ethnique, et à recoloniser Gaza. Donc aujourd'hui, on voit un alignement total entre les États-Unis et Israël sur cette question, avec d'ailleurs un impact sur la France, parce que le président français a décidé qu'il allait continuer avec son initiative franco-saoudienne. Les gens réduisent un peu de mauvaise foi toute l'initiative à une simple reconnaissance de l'État de Palestine, mais en fait, le changement de cap que cette initiative opère, c'est que ils ont un vrai plan de jour d'après à Gaza qui vise à désarmer le Hamas, ce que Israël et les États-Unis ne savent pas faire et pour lequel ils n'ont pas de plan. Ils visent à mettre en place une nouvelle gouvernance palestinienne qui soit déradicalisée et ils visent à s'adosser sur une force de stabilisation arabe et musulmane, ce qui est la première fois depuis le début de ce conflit, on parle en ces termes. Donc c'est vraiment historique. Et en fait, on voit une attaque totale de la part de tous les niveaux de l'administration Trump contre le président Macron, contre l'initiative franco-saoudienne, en répétant les éléments de langage des éléments les plus extrémistes du gouvernement de Netanyahou. Il y a quand même eu très récemment là une sortie de Tom Barak qui était plutôt critique à l'égard d'Israël. Vous mentionniez tout à l'heure certains nombres de figures MAGA, et Tucker Carlson a eu des propos très très durs à l'égard d'Israël. Donc on sent quand même qu'il y a des tensions. Et Trump, encore une fois, est-ce qu'il va être constant dans son soutien à Israël ou est-ce qu'il peut y avoir des revirements? Ça, en fait, on n'en sait rien. Alors, les propos de Barak, ils étaient spécifiquement sur la manière dont, les choix qu'Israël est en train de faire au Liban et en Syrie. C'est pas Gaza. Donc, il y a un alignement aujourd'hui sur Gaza, mais sur le Liban et plus sur la Syrie, il y a des divergences. Parce que, en Syrie, le prince héritier saoudien et le président turc ont su convaincre Trump, par exemple, de lever les sanctions très rapidement contre ceux qui sont, les nouvelles autorités syriennes qui viennent quand même du monde du djihadisme islamiste très dur. Je dis pas qu'il y a des djihadistes islamistes modérés, mais là vraiment on parle du noyau dur de cette mouvance qui certes ont donné des gages qu'ils ont changé, mais quand même. Il a levé les sanctions contre eux et en fait il a pris le pari stratégique qu'il est très important que cette transition du régime répressif sanglant de Assad à une nouvelle sorte d'autorité en Syrie était un intérêt stratégique pour les États-Unis. Sauf qu'en fait, il se heurte à la lecture israélienne qui, elle, veut et opère à travers d'ailleurs des partenaires locaux syriens, par exemple parmi les Druzes qui sont dans le territoire qui est frontalier avec Israël. Ils essayent en fait de déclencher au moins une fédéralisation de la Syrie, sinon un démantèlement de la Syrie. J'utilise le mot démantèlement parce que le ministre des Finances a dit qu'un des objectifs
le ministre des Finances israélien, qu'un des objectifs d'Israël était le démantèlement de la Syrie. Et là, on voit en fait un affrontement entre deux intérêts stratégiques, l'un israélien, l'autre américain, sur la Syrie. Et pour le moment, on n'a pas le fin mot de l'affaire, parce que derrière, en fait, c'est aussi la relation américano-turque qui joue dans la balance. Oui, puis il y a aussi la relation syro-israélienne, parce que pendant l'été, là aussi, s'est passé beaucoup de choses, notamment avec la rencontre, à Paris d'ailleurs, entre le ministre des Affaires étrangères syrien et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, israélien. Donc, quand on parle de démantèlement, encore une fois, c'est très complexe. Avec une médiation américaine d'ailleurs, en présence de Barak. Et dans cette administration israélienne aussi, il y a énormément de courants, des oppositions, etc. Et je ne sais pas si Ron Dermer lui-même emploierait ce terme de démantèlement. Enfin, j'en sais rien. Non, mais c'est une très bonne question. Et en fait, Barak essaye, et d'ailleurs ce courant américain, essaye de raisonner avec le gouvernement israélien en leur disant, mais regardez, c'est une opportunité historique. Aujourd'hui, on a ce nouveau gouvernement, ce nouveau président syrien qui l'a dit clairement, publiquement, qu'il ne veut pas la guerre contre Israël, qu'il n'essaye pas d'attaquer Israël. Et d'ailleurs, c'est pas seulement des déclarations. On voit depuis qu'il a pris le pouvoir en décembre qu'Israël a occupé de nouveaux territoires syriens, qu'Israël a bombardé plusieurs fois des territoires syriens, et lui n'a pas répondu. Il ne veut pas, il n'a pas les moyens de rentrer dans une guerre israélienne. Donc les Américains leur disent, mais prenez cette opportunité pour au moins arriver à une déconfliction de sécurité et établir les prémices et les fondements pour éventuellement une paix avec la Syrie. Pour le moment, c'est très compliqué. Ça n'avance pas et on sent d'ailleurs une frustration chez Barak là-dessus. Sur le Liban, rapidement, c'est plus mitigé parce que alors au début, la personne qui avait le dossier, c'était Morgan Ortagus, qui est vraiment quelqu'un de très acquis à la cause israélienne, qui avait beaucoup de mal à mettre la pression sur les Israéliens. Donc, il faut se rappeler qu'après le 7 octobre, donc les attaques terroristes du Hamas contre Israël, le Hezbollah a ouvert ce que le Hezbollah a appelé un front de solidarité, ce qui en fait était juste une attaque contre Israël. Israël a répondu d'une manière assez dévastatrice contre le Liban. Ça a duré 1 an et demi. Ils ont complètement décimé les 3 échelons les plus importants du Hezbollah, et donc ça c'était une victoire stratégique pour Israël, et depuis ils réoccupent 5 régions dans le sud Liban, et il y a un nouveau gouvernement au Liban qui s'engage de manière très concrète à désarmer le Hezbollah, qui a déjà d'ailleurs désarmé 500 points où se trouvaient des militants du Hezbollah dans le sud Liban, donc soit des points où se trouvaient des militants du Hezbollah, soit des caches d'armes du Hezbollah qu'il a confisquées. Donc ça fait 5 mois qu'ils sont là, 6 mois, et ils essayent de faire le maximum avec les moyens qu'ils ont. On entend aussi le Hezbollah faire des déclarations sur le fait qu'il ne désarmerait pas tant qu'il y a ces régions occupées, ce qui rappelle furieusement ce qu'on a connu il y a 25 ans. Exactement. Et en fait, la demande de ce gouvernement libanais, qui est entendu par Barak, c'est de dire, écoutez, à nouveau, comme en Syrie, c'est une opportunité historique pour qu'on se débarrasse du Hezbollah. Mais Israël doit arrêter de bombarder, parce qu'Israël continue de bombarder le Liban de temps en temps, malgré un cessez-le-feu, et donc continue effectivement d'occuper ces territoires. Et donc sur ces 2 points, Barak entend le côté syrien ou libanais et reconnaît qu'il pourrait y avoir une opportunité historique et qu'on devrait donner la chance à ces gens de prouver qu'ils peuvent ou peuvent pas faire. Et il se heurte à un mur israélien qui, en fait, est persuadé que, de toute façon, à cause du traumatisme du 7 octobre, ils ne peuvent plus se permettre de prendre un risque que ces groupes terroristes puissent reprendre du poil de la bête. Et donc ça, c'est un vrai point de tension là-dessus. Mais par contre, sur le Liban, par exemple, les États-Unis ont totalement représenté le point de vue israélien sur le renouvellement de la force de l'ONU, la FINUL, là, qui vient d'être fait. Les Américains étaient complètement contre parce que les Israéliens détestent la FINUL. La France, évidemment, est montée au créneau. Elle fait partie des nations importantes dans cette
dans cette force, et le compromis a été trouvé, qui est que c'est le dernier renouvellement pour 1 an et demi de cette force. À la fin de l'année et demie, ils vont devoir se retirer. Mais la grosse question qui va se poser, c'est ok, c'est vrai que la FINUL n'a jamais évité un conflit ou un affrontement ni de la part d'Israël ni de la part du Hezbollah, enfin des attaques. Mais s'il se retire d'ici 1 an et demi et que le Hezbollah est toujours là et que Israël continue d'occuper ces 5 régions libanaises, qu'est-ce qu'on fait? Dernier tout petit point, parce que on pourrait parler des heures de cette région, mais Barak, sur le Liban, a quand même esquissé une feuille de route. Il y avait plusieurs piliers, etc. À peu près au même moment, il y a eu la levée des sanctions sur la Syrie. Bon, la question, c'est qu'est-ce qui se passe au-delà des prises de décision initiales, au-delà des feuilles de route? Qu'est-ce qui s'est passé là pendant l'été sur ces 2 thématiques? Dans quelle mesure les Américains peuvent effectivement faire pression sur les acteurs pour faire avancer les choses dans le sens d'une stabilisation? Et puis, est-ce qu'on risque pas en fait d'arriver à une sorte de, si ça ne marche pas, de poursuite d'une période de conflictualité un peu grise, quoi, hein? Alors, c'est très important. Effectivement, je détaille dans le papier la feuille de route de Barak sur le Liban. En fait, le gouvernement libanais a fait quelques amendements, mais en gros a acheté et vraiment fait de son mieux. Parce que fondamentalement, le Premier ministre et le président libanais actuel veulent désarmer le Hezbollah. Pas parce que Israël veut le désarmement, pas parce que les États-Unis veulent le désarmement, mais parce qu'ils veulent le désarmement, parce qu'ils subissent, et le Liban subit, la mainmise du Hezbollah sur le pays depuis des décennies. Donc c'est vraiment, ils sont attachés à la souveraineté de l'État. Donc ils font de leur mieux avec, il faut aussi le reconnaître, l'armée libanaise n'a pas énormément de moyens. Elle a besoin de soutien concret en armement de la part des États-Unis, de la France, de l'Arabie Saoudite pour pouvoir continuer dans cette mission, comme vous étiez en train de le dire, avec un Hezbollah et un Iran qui durcit sa position contre, et évidemment qui va tout faire pour essayer d'éviter que l'armée libanaise n'y arrive. Et donc la pression américaine sur les acteurs libanais, elle porte ses fruits parce que d'une certaine manière aussi le Premier ministre peut dire les Américains aussi mettent cette pression, si on ne fait pas ça, on n'aura pas de financement pour la reconstruction d'un Sud-Liban qui a été décimé par Israël. Il faut aussi le reconnaître. Il y a eu plus d'1 million de déplacés, etc. Donc ça marche. Là où la pression américaine ne marche pas, c'est sur Israël. C'est sur le partenaire stratégique des Américains. Et le risque pour les États-Unis aujourd'hui, c'est que leurs partenaires stratégiques dans la région risquent de les mettre en échec en Syrie et au Liban. On en parlait déjà, pourquoi en Syrie, ça pourrait être le cas. Quand même, au-delà d'Israël, Tom Barak a dû écourter sa visite au Sud-Liban parce qu'il y avait des manifestations. Donc de la part du Hezbollah. Oui, exactement. Ils ne peuvent pas imposer n'importe quoi non plus aux acteurs libanais. Bien sûr, mais aujourd'hui, en fait, plus de 60%, pour ne pas dire 70% de la population libanaise, elle soutient le projet de désarmement du Hezbollah. Il y a 30% de forcenés. Qui est dans les résolutions onusiennes au passage. Bien sûr. Et donc une FINUL renforcée, en théorie, aurait pu permettre aussi d'aider. C'était ça aussi le sujet. C'est pour ça que le gouvernement libanais a plaidé auprès des Américains et des Français. Évidemment, la France comprend cette position et la porte depuis longtemps. Mais voilà, il y a 1 an maintenant et demi de FINUL et on verra ce que ça va donner. Mais voilà, en fait, la vraie question va se jouer là-dessus. À nouveau, c'est assez rare qu'on soit au Moyen-Orient à un moment d'opportunité rare et assez historique. On y est au Liban et en Syrie, malgré les difficultés et les défis qui sont énormes. Et pour les nouvelles autorités syriennes, on pourrait en parler pendant 1 heure sur leurs propres erreurs, leurs propres défis, tout ça. Et aussi sur pour les nouvelles autorités libanaises. Mais est-ce que à la fin des fins, les États-Unis vont savoir jouer de leur levier aussi avec Israël pour arriver peut-être à une normalisation dans la région qui, au fond, bénéficierait en fait la sécurité d'Israël et la paix au long terme. On ne sait pas, c'est vraiment la grande question dans
dans tout ça. Et je suis sûre qu'il va y avoir encore beaucoup de rebondissements et des changements de pied pendant les 3 prochaines années qui restent pour l'administration Trump. Très bien, une seule certitude, il y aura beaucoup d'incertitudes. Rim Momtaz, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son article qui paraîtra dans le prochain numéro de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.